Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une dys-société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Eh bien, bonjour Esprit Libre, bonjour Flavie, nous avons une très belle Bonjour. actualité, comment vas-tu? Bonjour David, bah, ça va très bien. Ça va très bien. De quoi parlons-nous ce soir? À part, Alors, c'est bon. aujourd'hui, continuons notre grande série des révoltes de la génération Z avec un épisode au Pérou, suivi d'un petit portrait de de nouveau Premier ministre français de l'économie, Monsieur Roland Lescure, suivi d'un fait nettement plus dramatique, le procès de Lola, un petit panorama des augmentations d'impôts et après cela, évidemment, avec beaucoup d'intérêt et des petites nouvelles, notre ami Sarkozy qui vit ses premiers moments en prison. Ensuite, le cambriolage du Louvre et un petit point culture avec le chien 51. Donc voilà, une actualité relativement riche. Comment tu le sens? Est-ce que tu sens que le monde s'effondre? Parce que j'ai hésité. Au lieu de parler de sujets importants et internationaux, j'ai quand même vu un très bel article sur la production des radis en Provence pour augmenter l'écoféminisme avec une petite potentialité de panier bio qui me Les paraissait paniers. quand même concerner uniquement donc 50% de la population de la Provence. Entre 8 Non, milliards c'est de pas bien, personnes moi, et une niche, j'ai hésité. oui. Moi, j'avais beaucoup aimé cette proposition de panier bio hebdomadaire pour les femmes enceintes. Et c'était Marine Tondelier qui s'était fait un peu remise en place par quelqu'un d'autre de la gauche, je ne sais plus d'où il venait exactement. Quand même, c'était bienvenu parce que le programme panier bio cantine halal, c'est quand même un peu insuffisant pour une gauche qui se dit de gauche. Bah, soyons lucides, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement scandaleux parce que quand même parler des problèmes quotidiens des franges les plus pauvres de la population, au lieu de parler du panier bio pour la femme enceinte, on voit que le patriarcat est encore à ses œuvres aujourd'hui en France. Ça me scandalise. Bon, Et voilà. Et nous parlerons d'écoféminisme une prochaine fois. Moi, je suis très écolo. Écoféminisme, c'est un petit peu, ça me parle difficilement, mais nous en parlerons. la convergence des luttes, ma chère La Fabie, la convergence des luttes, ouais. convergence des luttes. Ouais, Alors, une situation un petit peu plus tendue et plus inquiétante vient d'avoir lieu au Pérou, où le Dina Boluarete a été destitué par le Congrès le 10 octobre 2025 pour incapacité morale permanente. C'est le fameux José Géry qui est nommé président fameux, ouais. intérim Facile, très fameux. jusqu'à une déclaration le 22 octobre à cause des révoltes d'un état d'urgence de 30 jours dans la capitale de Lima et la Provence, avec l'intervention de l'armée et, et des forces de la police. On pense que l'instabilité est extrêmement marquée dans la région. Le mécontentement populaire, particulièrement chez les jeunes, est prononcé. Le mécontentement face à la corruption, on a pas mal de griefs hein, quand même, tout à fait prégnants au Pérou. Donc, dans la lignée des grandes révoltes populaires que nous abordons régulièrement, nous avons un épisode au Pérou. Qu'est-ce que tu en penses, ma bonne Flavie? Oui, mais alors c'est dans la série, c'est une série, hein, Gen Z Over the World, hein, c'est quand même impressionnant. Moi, je suis assez impressionnée par ces mouvements, ces mouvements dont on a parlé la dernière fois, hein, Népal, Madagascar, Indonésie, et j'en oublie. Pour l'instant, c'est hors Europe, hein. Mais ils partent tous un peu, alors chacun avec des particularités locales, évidemment, mais enfin, le point commun, en général, c'est la lutte, le ras-le-bol de la corruption, ce qui, au Pérou, est à des proportions absolument démentes, hein, bien pire que encore dans les autres pays qu'on a pu citer. Et puis, oui, voilà, c'est très anti-élite qui aurait failli, qui aurait complètement failli à l'intérêt général. Alors, donc tu as parlé donc de, oui, juste pour revenir sur la corruption. La corruption au Pérou, elle est prégnante depuis les années 90. Donc ça fait vraiment longtemps. La police est très proche des gangs et des mafias. La présidente actuelle, elle est suivie par une très très maigre pourcentage de la population. Je préfère pas citer de chiffres parce que bon, c'est pas toujours très très fiable.
Et donc voilà, la situation est vraiment très grave là-bas. Alors, les services publics fonctionnent mal, le service de santé surtout ne fonctionne pas. Il y a un gros service de santé privé pour les plus riches et puis rien pour la classe moyenne et la classe populaire. Il y a une loi de retraite qui est en cours, qui serait uniquement privée, alors que 73% des gens travaillent au noir au Pérou. Donc voilà, donc il y a cette destitution de cette présidente Dina Boluarte qui est conservatrice, hein, donc plutôt de droite. Ce qui fait que les conservateurs péruviens comparent les manifestants aux membres du groupe communiste Sentier Lumineux, hein. C'est un vieux groupe communiste, je n'ai pas été rechercher tellement là-dessus, mais vous pouvez vous renseigner, c'est très connu au Pérou, et c'est un vieux groupe communiste révolutionnaire, mais qui était considéré comme terroriste, en tout cas par plusieurs pays en Amérique latine. Alors évidemment, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. C'est pas une révolution communiste hyper politisée, hyper idéologisée. C'est vraiment une révolution populaire, jeune, qui en a marre de vivre dans l'ombre d'élites corrompues. Oui, alors on me dit en régie, parce que justement, j'aurais dû me renseigner, comment ça s'appelait? Oui, bon, je peux faire d'erreur, mais que oui, voilà, c'était en plus des révolutionnaires plutôt, donc plus que violents, puisqu'ils ont plutôt beaucoup massacré. Là, il n'y a pas de solution parce que, bon, alors cette Dina Boluarte, elle a été lâchée par la droite dure, hein, la droite, elle est conservatrice, mais lâchée de son côté, qui l'a pourtant soutenue lors de 7 motions de destitution. Donc le problème ne date pas d'hier. Donc là, il y a un président intérimaire, mais enfin, ça ne résout rien. Pour l'instant, la situation, elle est toujours très relâchée. Il y a un rappeur très engagé du nom de Trefko qui a été assassiné par balles réelles, donc il y a beaucoup de violence dans la répression des manifestations. Voilà. Et alors, 2 choses que je peux ajouter, pour une fois, c'est aussi les plaintes sont aussi autour de l'insécurité. Ça fait partie des pays qui sont quand même gangrénés par les mafias. Et là, généralement, c'est pas des plaintes tellement de jeunes, l'insécurité, c'est pour les plus âgés. Mais là, ça a atteint des niveaux records ces dernières années en termes d'insécurité. Et donc, c'est une plainte aussi chez moins de 30 ans. Dans la foule, qui est présent dans la foule? On peut citer, alors je cite la presse, je ne peux même pas vous citer exactement, mais je pense que c'est Le Monde. Il y a des chauffeurs de bus, des commerçants, des collectifs universitaires et d'artistes, des mouvements écolos et féministes. Alors il y a cette gauche-là un peu inspirée des gauches européennes, un peu mondialisée, mais il y a aussi de la classe moyenne et de la classe populaire. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur ce mouvement. Tu veux ajouter quelque chose, David ? Non, mais après, il faut souligner quand même peut-être que l'Amérique du Sud a toujours été un petit peu un laboratoire des conflits, que c'est des situations assez inextricables, et que malgré la force des mouvements populaires et les idéologies qui y sont exercées, on peut dire que pour la gauche, l'Amérique du Sud a quand même été véritablement un laboratoire. Bon, la situation ne se passe pas très bien. Le Pérou fait partie des pays relativement pauvres. Bon, on n'a pas une zone très, très stable. Espérons quand même que ça amène à des meilleures conditions de vie pour les Péruviens. C'est à souhaiter. Alors, nous passons au national. Du côté de la France, on parlait de situations difficiles au Pérou. On a un nouveau cadre, un nouveau Mozart de la finance à l'économie, un certain Roland Lescure. Tu nous en as fait un portrait. Alors, le portrait, je voulais quand même, parce qu'on a eu un ancien, celui qui était là avant, il s'appelait Éric quelque chose. D'un coup, je me dis, je sais même plus son nom tellement il était fade, inodore et sans saveur et sans aucun charisme. Donc là, on a un Roland Lescure qui a plus de charisme, certes, dont on nous dit qu'il fait partie de la gauche de la Macronie. Enfin, c'est la gauche bien libérale de la Macronie. Bon, en tout cas, oui, si on peut parler de pendant de gauche libérale et de droite libérale, oui, on peut dire que c'est à gauche. Mais enfin, en tout cas, c'est pas à gauche, loin d'être gauche populiste, loin d'être gauche traditionnelle. Il est dans cette ambiguïté politique qu'on connaît chez les macronistes, associé à un message très très lisse. Je répète son titre parce que chaque fois je trouve ça délicieux, le titre de ministre de l'économie depuis plusieurs années. Il est ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté. Ça, le mot
très prononcé depuis Macron, d'autant plus prononcé qu'il n'est absolument pas pratiqué, donc, et de la souveraineté industrielle, énergétique, pardon. Je me permets une toute petite incise. Un think tank canadien qui est le Canada, qui est aventrice du terme souveraineté, avait souligné que dans les discours en France, le mot souveraineté, c'est celui qui revenait le plus souvent de tous les pays de l'OCDE. On a ce mot dans des quantités absolument disproportionnées, que ce soit par le président, les ministres ou dans la presse, dans les expressions gouvernementales, on a ce terme qui est abusé en France. Mais vous savez ce qu'on dit, moins on en a, plus on en parle. Bah, c'est ça, on en a, plus on l'étale. Enfin, ça, j'ai toujours remarqué, parce que c'était même pendant sa première campagne, qu'il l'utilisait beaucoup pour brouiller les pistes. Et justement, on doit être un des pays les moins souverains de la zone UE. Et on est le seul à utiliser le mot, ce qui est bien, voilà, ça s'appelle de la communication, du marketing. Souveraineté industrielle, énergétique, numérique, on ne va pas détailler aujourd'hui, mais on n'en a aucune des trois. Donc on pourra refaire un peu le point plus tard. Il est polytechnicien et il a une maîtrise en économie de la London School of Economics. Donc voilà. Il se décrit comme centre-gauche pragmatique. Alors, pragmatique, c'est un mot qu'il serait bien qu'il développe un peu. Et il faut savoir qu'en effet, il a la nationalité canadienne, où il vit avec sa famille. En fait, il est revenu du Canada pour être ministre de l'économie française. Alors, c'est intéressant parce qu'il a été, je crois, président de la Caisse des dépôts du Québec. Ça fait un bout de temps qu'il est au Canada, et d'ailleurs, il en a la nationalité. Voilà, donc ça fait longtemps qu'il est de l'autre côté de l'Atlantique, donc il a un biais, un prisme bien anglo-saxon. Il a soutenu Strauss-Kahn à l'époque, avant qu'il soit déchu, avant de rejoindre très vite En Marche et d'être élu dans la première circonscription des Français de l'étranger pour le Canada et les États-Unis. Donc ça fait 2 mandats pratiquement qu'il officie là-bas. Bon, il vient d'une famille qui est un petit peu reconnue, c'est le demi-frère de Pierre Lescure, celui qui s'occupe de cinéma, un ancien compagnon de Catherine Deneuve. Et petit-fils de Pierre de Lescure, cofondateur des éditions de Minuit, et fils de François Lescure, résistant communiste, maire syndicaliste. C'est intéressant, cette agilité idéologique. Et l'arrière-grand-père était directeur des chemins de fer d'Algérie au Second Empire, et il a cessé de porter sa particule par conviction républicaine. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est, pour l'incarnation de la Macronie. Pourquoi ? Parce qu'il a fait beaucoup d'allers-retours privé-public, ministère de l'économie, déjà avant aussi, Caisse des dépôts, et puis Natixis, Groupama. Il a été nommé rapporteur général du projet Pacte, projet de loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et c'est lui qui a l'initiative de la privatisation d'ADP et de la Française des Jeux. Après, il a été il était numéro 2 de la Caisse des dépôts et de placement du Québec. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais avant d'être élu député en France, il était beaucoup cité parmi les repreneurs potentiels d'ADP et d'Engie. Alors, il y avait éventuellement un potentiel conflit d'intérêts selon Anticor. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il est co-rapporteur d'une mission parlementaire qui vise à évaluer le coût des violences, des dégâts, des blocages engendrés par ceux-ci. Voilà. Pendant les débats sur l'immigration, il est plutôt pour, il est contre les quotas, pas trop d'immigration, mais quand même c'est nécessaire. Enfin, toujours ce discours macronisme qui noie un petit peu le poisson, ne disant rien que jamais, évidemment, que beaucoup d'immigration n'est pas forcément de gauche, puisque ça tend à restreindre les salaires, et n'est pas forcément démocratique, puisque ça a tendance à communautariser le vote. Bon, enfin, ça, c'est un autre sujet, mais ça, c'est toujours cette position très floue, très bien pensante, mais extrêmement floue sur ces sujets-là. En tout cas, il se dit toujours libéral sur tous les sujets sociétals. Alors, quand il a été ministre de l'Industrie, il a quand même défendu quelques entreprises, il a fait un petit peu de boulot.
enfin à la marge, sur quelques entreprises. Bon, c'était son boulot à l'époque. Voilà, je voulais juste le décrire parce qu'il n'y a rien de très saillant, mais justement, il est très emblématique de ce centrisme bien lisse et en même temps très ancré dans l'idéologie qu'on connaît maintenant depuis 2 mandats, plus en réalité. Voilà. Est-ce que tu le qualifierais de néolibéral? Oui, je pense. Alors, il faut revenir sur ce terme et on n'a pas le temps là ce soir, mais c'est un libéralisme qui est hors frontières, c'est-à-dire, c'est pas pour rien que voilà, il officie entre le Canada et ici, c'est-à-dire il n'y a plus la notion d'intérêt, encore une fois, national et l'intérêt populaire est assez absente de leur réflexion. Voilà, c'est un libéralisme qui tend à favoriser les intérêts de multinationales plutôt globalisées et d'un petit caste qui n'est ni française ni européenne, mais plus large que ça. Voilà, avec un discours bien lisse pour enrober le tout. Voilà, il est emblématique. C'est pour ça que je voulais quand même me rappeler qu'on avait un ministre de l'économie et que je pense que personne ne le connaît très bien, mais que voilà, il est comme il faut. Et justement pour qu'on ait un tel personnage après tout ce qui s'est passé avec les faillites des différents gouvernements, montre que la prise de conscience est inexistante. Bon, on verra le petit homme gris dans ses œuvres. J'ai peur personnellement qu'il disparaisse aussi vite qu'il est venu. Après avoir fait quelques réformes, il y a un petit côté fusible des ministres de l'économie qui malheureusement sont dans les situations de devoir faire des choses probablement relativement impopulaires. Il avait été envisagé, je crois, à la place de Bayrou. Mais comme il y a eu Bayrou qui a insisté, et puis avec des arguments qu'on connaît au dernier moment, mais à un moment, d'ailleurs j'en avais parlé en émission, je pensais que c'était lui qui allait passer. Voilà, pour Monsieur Lescure. Laissons une chance au personnage qui malheureusement est très représentatif d'une certaine façon de tenir l'État aujourd'hui, effectivement. Parlons d'un drame à l'autre et rentrons dans un sujet qui fait l'actualité pour des très mauvaises raisons. Un drame innommable, le procès Lola. Toi, tu le suis avec assiduité, tu suis les minutes du procès. Non, pas du tu tout. voulais nous en faire un petit digest. Pour dire, là, j'ai pas suivi les 2 dernières journées, mais j'ai suivi, disons, le début et ce qui était principalement mis en cause aussi par des commentateurs qu'on a pu écouter, que ce soit sur Omerta ou je cite mes sources, Carl Zero. C'est vrai que ce que j'avais déjà entendu avant le début de ce procès, c'est qu'il y a un volet qui est, je dirais, occulté et occulte dans cette affaire, puisque, a priori, il y a un personnage derrière Lola et ce qu'elle a fait. Et ça, on en avait déjà parlé à l'époque beaucoup. Oui, Lola, donc c'est peut-être il faut que je fasse. Bon, je ne sais pas si c'est même nécessaire de faire un bref rappel parce que tout le monde a entendu parler de cette affaire, de cet enfant, on dit jeune fille, mais enfin, je pense qu'on peut dire enfant de 12 ans qui a été assassiné il y a 3 ans dans Paris, dans le 19e à Paris, par une jeune femme qui s'appelle Dabia Benkiret, qui est donc. Alors, ça a toujours été dit, donc qu'elle était sous OQTF, nationalité algérienne, et elle a attiré l'enfant qu'elle connaissait dans son appartement, lui a fait subir les pires sévices, viols, étouffement. Son visage a été complètement entouré de bandes adhésives. Elle est morte étouffée, mais elle a subi des viols, des coups de ciseaux, des coups de couteau. Voilà. Et elle a été pratiquement décapitée, alors post-mortem, je crois. C'est pas très clair, j'ai du mal à avoir cette information-là. En tout cas, paraît-il que la tête. On va pas rentrer dans ce niveau de détail, je pense que c'est pas nécessaire. Non, mais on m'a dit de faire un bref rappel. Je fais un bref rappel, mais en tout cas. Voilà. On s'excuse auprès des algorithmes YouTube. On s'excuse. Je ne comprends pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Je pense que c'est important de dire ce qu'il en est parce que les faits sont têtus et qu'il ne s'agit pas de les cacher. Elle a aussi, alors donc le problème, c'est qu'elle a
elle a sur ses... Donc, le problème, c'est pas ça, c'est que ce qui a mené à ces interrogations, c'est qu'elle avait inscrit au vernis à ongles rouges sur ses pieds les chiffres 1 et 0. Alors, vous écoutez sur Omerta Georges Fenech, qui vous dit que tout ça, ce sont des signes de magie pré-islamique qui se pratiquent au Maghreb, spécifiquement en Algérie, autour des enfants zouris, qui sont des enfants qui ont beaucoup de caractéristiques, dont d'être blonds aux yeux bleus, et que offrir leur sang à des djinns pour trouver des trésors cachés peut aider à trouver des trésors cachés. Donc voilà, le truc, c'est un peu dingue. Mais elle-même dit pendant le procès, c'est comme si quelqu'un me dirigeait, elle a rencontré cet homme, il y a les témoignages de ses sœurs, comme quoi elle a rencontré cet homme, qu'elle était sous influence, un homme qui disait avoir déjà tué des enfants, pratiqué des sessions sataniques, et lui avoir demandé de tuer elle-même un enfant. Alors pourquoi, dans quelles circonstances, tout ça, je ne vais pas aller dans le détail, mais en tout cas, c'est un peu gênant que le procès ne traite pas de ce qu'il y a derrière, alors que c'est largement commenté par ses sœurs. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est un drame, même si pour moi, ça questionne un peu l'intérêt des assises, parce que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux et malheureusement, autant les criminels avant se cachaient et avaient honte, autant ça leur fait un moment de gloire. Ouais. En plus, si on écoute cette dame, elle n'a absolument pas le début d'un remords. Pour elle, c'est simplement un moment de télé. Elle se plaint de ses conditions en prison, parce qu'on s'ennuie un peu en prison, c'est étonnant, c'est vrai. Donc on est face à vraiment l'inhumanité, la bêtise crasse. Les déclarations de cette femme sont immondes, comme le reste de son œuvre. Je trouve ça un spectacle navrant. J'aimerais une justice plus rapide et qu'on envoie ces gens au fond d'un cachot et qu'on n'entende plus En jamais tout cas, parler. je crois que le dernier jour du procès est demain soir, donc il doit y avoir un verdict demain soir. On espère que le verdict sera à la hauteur des événements. C'est pour ça que je les ai cités, pour que tout le monde ait en tête ce qui s'est passé en écoutant le verdict. Voilà, je pense que ce qu'on voulait dire, nous, principalement sur cette affaire, est dit. Voilà, on ne va pas s'éterniser. Passons à un drame un peu moins grave tout de même, mais l'économie, ça fait des morts. Hein. C'est terrible à dire, mais un point de PIB en moins. C'est des drames familiaux, c'est des conditions de vie qui baissent, c'est des projets de vie et des projets pour les enfants qui s'éteignent. Donc je voulais faire un petit inventaire. Évidemment, on est dans la phase où on ne peut pas savoir en profondeur ce qu'il en est. Macron a toujours dit, plus à qui voulait l'entendre, et ça a été répété plusieurs fois dans la presse, qu'il fallait faire des petites ponctions ponctuelles assez indolores et invisibles pour pouvoir augmenter la masse d'imposition. Et c'est plus ou moins ce qui a été fait. Et pour l'instant, vu que la réforme des retraites a été gelée, il faut trouver 15 milliards en plus des presque 100 milliards qu'il faut trouver pour fêter l'année, j'ai dit fêter l'année, magnifique, pour finir l'année dignement. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des propositions. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, en moyenne, 44 les taux de prélèvement obligatoire atteignent 44,5% du PIB, auquel on ajoutera quelques propriétés de l'État pour arriver à un État qui est détenu en France à presque 60% du PIB, ce qui est assez impressionnant. Hein. Dans les années 70, on était à la moitié de cela. L'État a un besoin drastique d'argent. Vous serez amusé évidemment de ne pas être surpris qu'on n'a aucun projet de réelle baisse des dépenses. Hein. En tout cas, on ne compte pas se séparer d'une partie de la fonction publique. Et donc, je vais essayer d'un peu égrener le bestiaire des horreurs du redressement fiscal, ce qui devrait mettre tout le monde absolument en joie. Parce que qui n'est pas satisfait de payer les impôts dans un pays qui, finalement, a des services publics toujours déclinants, et on a beau injecter de l'argent, l'État a beau devenir plus gros, ça n'améliore pas les transports, l'énergie, l'hôpital. Ça pour des raisons, à mon avis, autres, mais plutôt administratives. Donc, pour l'instant, l'État, on a prévu potentiellement un gel des barèmes, qui sont de toute façon inférieurs à l'inflation. Donc, on a déjà une baisse des salaires. Une individualisation des taux pour les couples,
pour pouvoir effectivement absorber un peu plus d'argent. Des contributions exceptionnelles sur les grands groupes. Donc là, on va affaiblir encore les capacités compétitives de la France, de l'industrie française et de ses entreprises, tout simplement. On compte taxer les dividendes. Sachez d'ailleurs évidemment que les dividendes sont déjà été taxés en réalité, vu que les produits d'exploitation, de manière plus simple et plus générale, toute l'activité de l'entreprise a déjà été taxée plusieurs fois. Le dividende, les rachats d'actions et autres opérations financières vont potentiellement être taxés aussi. Ça a déjà été le cas en Belgique. On a parlé de la fameuse taxe Zuckman qui prendrait tel quel 2% sur tous les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Bon, ça évidemment, ça en est encore ce n'est pas encore fait, hein, ce n'est pas encore signé, mais connaissant la tradition française et la satisfaction des fonctionnaires à toujours plus de revenus, hein, parce que moi je trouve génial, c'est d'entendre des Sibeth Ndiaye ou des ministres ou des grands pontes des partis politiques nous expliquer avec joie, mais enfin, taxons tous les riches, ça me paraît quand même nécessaire. Flavien, on entend ton bic, tu peux mettre en... C'est pas bic. On t'entend en tout cas. Je couperai. On a quel timing? 32. Tu fais des drôles de bruit. Donc voilà, j'ai un peu collecté ce qu'il disait sur sur le site du ministère de l'économie, sur la dépêche, sur une association qu'il faut absolument suivre, c'est Contributeurs Associés. On a des trucs plus à gauche comme l'Observatoire de la justice fiscale qui, bon, à mon avis, est une... Bon, je ne vais pas te dire des choses parce que ça pourrait me mettre sous le coup de la justice. On a donc une belle soupe de ponctions sur les Français. Et la question que je me pose, la question que je pose à tous nos auditeurs, c'est est-ce qu'on ne va pas arriver à des taxations qui vont diminuer les rentrées d'argent en réalité? Parce que les effets sur la consommation vont quand même se font déjà sentir, mais ils vont continuer à se faire sentir. Et on va simplement avoir des Français qui vont devenir beaucoup plus économes. Et on va encore diminuer, non seulement on va augmenter les impôts, ce qui diminue la confiance et le consentement à l'impôt, mais surtout derrière, on aura des Français qui ne vont plus être en capacité d'augmenter. Bon, associé à ça, vu qu'on est dans le bestiaire des horreurs, passons sur le volet loup-garou et horreur de nuit. On a le bouclier fiscal qui saute. Donc ça, c'est une économie d'argent, mais qui va quand même mettre dans des situations un petit peu difficiles les Français qui sont protégés par ça, mais donc une augmentation de leur prix énergétique. On compte réduire potentiellement les retraites. Bon, les retraites, non, ça a été gelé. Les allocations chômage, les aides au logement et toute une somme de redistribution. Dans les collectivités locales, on espère des suppressions de postes. Bon, je ne sais pas si ça va se faire. Une diminution des subsides. Sachez quand même qu'en 2024, il a été offert plus de 200 millions d'euros aux entreprises, ce qui est un chiffre important, même si Jacques Sapir souligne que sans ces ajouts d'argent, sans ces injections d'argent, pardon, le tissu économique français aurait des grandes difficultés. Une émission de dette sera effectivement nécessaire. On pense vendre des participations des entreprises publiques, EDF, La Poste, Aéroport, pour évidemment récupérer quelques milliards sur le moment. Donc ça, c'est vraiment des choix un petit peu exceptionnels. Et mon préféré pour la fin, on compte augmenter la taxation sur les héritages, qui est déjà à 50% pour ceux qui s'y prennent mal. Donc on a un État qui n'a pas du tout décidé de diminuer son train de vie, mais qui a décidé de charcuter les Français. Et je dis bravo à tous ces politiciens qui, pour un plat de lentilles, pour la bonne sous-soupe de l'Assemblée, mettent le pays tout droit sur le rail de l'enfer. On les applaudit et on les remercie. Il y a aussi, pour le côté, enfin pas uniquement symbolique, mais des trucs un peu vraiment dégueulasses, qui sont la fin de toutes les exonérations de cotisations salariales pour les apprentis. Ça, c'est bon signe pour les gilets jaunes. Ou encore une hausse des charges patronales sur les avantages en nature que les entreprises octroient à leurs salariés. Alors ça, c'est un volet très important. Tout ce qui est tickets restaurant, chèques vacances, tout ce qui est comité d'entreprise, chèques cadeaux, billets de théâtre, musée, tout ça, taxes. Et aussi, il y a une proposition de rehausser le taux de contribution patronale qui s'applique aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve que l'histoire des apprentis là, et de tout ce qui est avantage, c'est ça qui aide aussi avec des salaires très bas en France, parmi les plus bas en Europe, je dirais.
enfin en tout cas qui ne bougent pas par rapport à ce qu'ils étaient avant, hein. Évidemment, on va pas se comparer aux pays de l'Est, etc. Tout ce qui était comité d'entreprise était très important. Donc on commence, pour pallier le salaire bas. Donc voilà, on commence à rogner sur ça et symboliquement, bon, je sais pas ce que ça donnera électoralement, mais en tout cas, c'est pas joli. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on n'a aucune démarche de redressement. On n'a aucune voie qui permettrait d'imaginer, en tout cas, de passer mieux la crise. On a un État qui accompagne la crise dans le pire possible. Mm. C'est de quoi devenir complotiste, hein, tellement c'est bête. Bah oui, on peut se dire, voilà, c'est toujours la même question, de la bêtise, de la nullité, ou vraiment on veut foutre la France tutelle du FMI? C'est une vraie question. Escroquerie, bêtise, malignité, très difficile à dire. En parlant de malignité, de bêtise et de corruption, parlons d'un homme qui est maintenant en prison et dont on fait un grand spectacle, Monsieur Sarkozy. C'était un beau spectacle, cette sortie de la Villa Montmorency à Paris, dans le 16e arrondissement, avec tout son clan, un vrai clan méditerranéen, sa femme, ses enfants de ses différents mariages, sa dernière fille qu'on a survue en tant qu'influenceuse, onglerie, cheveux, bouche triplée, enfin, qui déjà dès 13 ans est une influenceuse de la plus grande élégance. Tout ça, tous habillés en noir, comme pour un enterrement, pour aller accompagner Sarkozy devant sa voiture noire comme un catafalque vers la prison de la Santé, je crois, où il sera escorté de 2 policiers constamment là, avec lui, près de sa cellule, pour le protéger des autres prisonniers qui sont un petit peu plus hargneux. Donc ça doit coûter très très cher, comme a coûté déjà très cher ce procès. J'imagine que cette incarcération vaut son plus que pesant de cacahuètes. Alors, je pense que ce procès, surtout, j'ai voulu juste revenir rapidement dessus parce que personne ne comprend rien, puisque, en fait, un des principaux arguments de Sarkozy et de ses fans, c'est que rien n'est prouvé. Alors, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans les détails judiciaires, autant d'ailleurs que je ne suis pas assez câblée en droit pour expliquer ce qui n'est pas prouvé en effet, mais ce qui relève du faisceau d'indices très très fort. Bon. Mais a priori, quand même, c'est sur le procès, comment dire, et la source du procès, c'est le pacte dit de corruption. Là, je cite Fabrice Arfi de Mediapart. Bon, ils ont quand même fait, moi, je ne sais pas, on peut les critiquer, mais ils ont fait ce travail d'enquête qu'ils font surtout pour des personnalités de droite, il faut le dire, mais bon, au moins ils le font. Et ce pacte, a priori, de corruption avec Kadhafi à hauteur de 6 millions d'euros pour financer la campagne de Sarkozy. Oui ? Non, j'ai dit Kadhafi, je pense pas que j'ai dit. Bon, écoutez, on comprend, comme d'habitude, si j'ai fait une erreur, c'est Kadhafi. Et voilà, et donc, a priori, à hauteur de 6 millions d'euros, on parle d'espèces. Alors, on dit oui, mais il n'y a pas de trace des espèces. Mais a priori, il y avait beaucoup d'espèces illégales dans la campagne, dont on a dit que c'était des dons par la poste. Bon, moi, je ne sais pas comment on écoule le cash, je ne suis pas une spécialiste, mais enfin, bon. Voilà, je cite quelques faits un peu saillants. La contrepartie, ça aurait été une négociation avec pour la situation pénale du terroriste Abdallah Selloussi, l'intégration plus exactement de la Libye dans le concert des nations, hein, pour redonner une image, redorer l'image de la Libye, et vendre aussi de l'énergie nucléaire à Kadhafi et à la Libye. Bon. C'est ce que dit l'enquête de Mediapart. Faut savoir que Kadhafi était déjà avec bracelet électronique ces derniers temps, hein, suite à l'affaire Bismuth, qui est aussi je crois, une histoire de Sarkozy, pas Kadhafi. Ouais, attendez, c'est à ce moment-là que je dis tous les mots qu'il ne faut pas. C'est pas grave, non, mais les gens nous écoutent, donc on ne s'interrompt pas. On dit effectivement c'est Sarkozy qui est en bracelet électronique. Bracelet électronique, oui, et suite à une histoire de corruption de magistrats, encore dans l'affaire libyenne. Bon, voilà, moi je trouve que tout, parce qu'il y a beaucoup de soutien de Sarkozy en ce moment, en disant que cette affaire est épouvantable et qu'il n'y a pas de preuves, mais on ne parle pas de l'affaire elle-même du tout. C'est vrai que ce genre de pratique
quand même, très clairement, affaiblissent la démocratie et puis montrent des méthodes qui sont quand même peu reluisantes, avec un total manque d'encadrement de l'État dans ce genre de pratiques. Il faut quand même souligner que l'État français, la politique française, dans sa verticalité, a laissé beaucoup, beaucoup de pouvoir et de latitude. On sait que Mitterrand faisait des écoutes sur ses opposants politiques. On sait que des valises de billets étaient promenées à la mairie de Paris C'est pas nouveau. et plus dans la France-Afrique. Les pratiques étaient particulièrement lâches, quoi. Et je crains que la corruption, en tout cas le pot de vin, peut tout à fait servir les intérêts. Les Américains le font matin, midi, soir. Ils corrompent les pays du monde sans aucun scrupule. Il est certain que Sarkozy est potentiellement coupable, je ne sais pas. Alors, en tout cas, la justice on a décidé ainsi. On sait que d'un point de vue purement juridique, le dossier est quand même assez léger, ce qui, je crains, lui rend plutôt service, hein, et que malheureusement, vu la défiance, vu la difficulté du contexte politique aujourd'hui, il est tout à fait concevable que ça le serve politiquement. Oui, il va ressortir en martyr, en héros. Oui, ça risque. En tout cas, à droite. C'est vrai que tu veux dire, là, tu parles aussi de la défiance envers la justice de façon générale. Magistrats, etc. Bon. Dont on dit qu'ils sont très classés à gauche et donc qu'ils seraient particulièrement féroces envers les... C'est vrai que c'est envers les candidats de droite. C'est vrai que l'affaire Fillon a été quand même... On peut s'interroger très très légitimement par une instrumentalisation de la justice, c'est certain. Bon voilà, en tout cas c'est une affaire tout à fait désastreuse qui devient un cirque médiatique tout aussi gerbant. CNews ne se fait pas honneur et aurait pu avoir l'intelligence de ne pas en parler. CNews en fait des tonnes sur le Oui. héros. C'est Monte Cristo. Je me demande même s'il n'a pas dit que c'est le bouquin qu'il a emmené en prison. Mais ils ont tellement personne à droite de potable qu'ils sont encore sur le Sarkozy. Bon, je connais beaucoup de gens à droite qui attendent le retour de Sarkozy. J'ai beau leur expliquer qu'il a tout trahi, même les intérêts nationaux, les intérêts dits de droite, ça ne perce pas le cerveau. Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs la fameuse énorme tente qui avait été montée à l'Élysée pour recevoir Kadhafi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était quand même un beau moment qui avait suscité beaucoup de ricanements, mais enfin, on peut le repenser à cette aune-là. Et puis aussi, je cite pour terminer la tribune Barouin, Christian Jacob, Renaud Muselier, qui dit en ces termes: nous savons, Nicolas, combien tu aimes la France. Moi, je souhaiterais quand même rappeler, combien c'est douloureux pour toi, etc., parce que tu aimes la France. Moi, je souhaiterais rappeler ce qu'avait dit Sarkozy à Philippe de Villiers il y a quelques années, c'est tu as de la chance d'aimer la France parce que moi, elle ne m'évoque rien. Et elle ne m'émeut en rien. Bon, très bien. Le volet Sarkozy, j'espère, ne s'épisodera pas. On va pas avoir droit à 12 épisodes sur 14 saisons. J'espère qu'il va maigrir en prison et lire quelques livres, ça lui changera, au lieu de courir inutilement après l'argent comme un attardé. Bon, après emprisonné, passons à des gens qui ne le sont pas encore, mais espérons qu'ils le seront bientôt. Les cambrioleurs du Louvre, ma chère Flavie. Oh là là. Alors moi, j'ai écouté des petites capsules comme ça assez marrantes. Il y avait une fille qui emparait ça à la série Lupin, que je n'ai pas vue, en disant que c'est exactement le même modus operandi. Bon, j'en sais rien. Je cite comme ça quelques commentaires en vrac. Thibaut de Montbrial qui a très vite dit que pour lui, il est assez convaincu de complicité interne. Voilà. Et puis, alors, alors, il y a plusieurs choses à dire, je dis ça un petit peu en vrac, complicité interne. On a entendu en tout cas la vidéo, finalement on peut voir, hein, moi je l'ai vue que hier, du cambriolage lui-même et des cambrioleurs qui s'échangeaient entre eux. Donc on peut dire quoi, que l'accent qu'on entend est néo-marseillais? Ça te parle? Non, mais ça vient du Sud, on sent que ça vient du Sud, on est d'accord. Voilà, mais bon. Donc, non, parce qu'il y avait eu un scénario qui avait été soulevé par Christian Combas, bon, faut ne citer que lui, qui est, en fait, il y a beaucoup de coups de semonce de la part des Chinois à Fontainebleau, dans lequel il y aurait exposé une partie du sac du Palais d'été, que les Chinois aimeraient beaucoup récupérer. Et il y aurait eu maintes effractions donc, à Fontainebleau pour récupérer ces produits du sac du Palais d'été. Donc, lui se demandait si c'était pas un énième coup de semonce de la part des Chinois. Je propose aux Chinois... Ça part un peu dans tous les sens.
Les Chinois arrivent sans difficulté à acheter n'importe quoi en France. Je leur conseille d'appeler l'Élysée et ce sera réglé. Ils vont tout récupérer. En plus, Macron fera un très beau spectacle. Vous voyez les erreurs commises par l'Occident. Cette contrée de méchants, très méchants, très 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 méchants qui, enfin, paix, paix. Bon, je Ouais. pense que grosse erreur. Si les Chinois en sont tombés à ce genre de méthode, je pense qu'ils font une Oui, non, mais erreur ça fait colossale. partie des. Colossale. Bon, là, moi, je sais pas si les Chinois, vu le profit des cambrioleurs, je sais pas. Bon, est-ce que ce sont des mercenaires à la solde de n'importe qui? Mais bon. Voilà, aussi je voulais ajouter qu'il y avait une des boîtes, il y a plusieurs, c'est une salle où il y a beaucoup de boîtes qui abritent des bijoux et des diars et des diadèmes et des tiares, etc. Celle qui a été volée n'était la seule sans protection, hein. Donc, il y en avait une qui était sans protection, en tout cas, alors pourquoi? Bon. On peut aussi terminer donc sur la directrice les deux femmes, celle qui dirige le Louvre et celle qui dirige depuis récemment l'accueil et la sécurité, qui a été nommée, dit Laurence Descartes, directrice du Louvre, très clairement parce que femme. Alors très bien, pourquoi pas, mais j'ai même lu quelque part qu'elle serait peut-être en couple. Ça, c'est encore partie des rumeurs qui circulent. En tout cas, elle a bénéficié, la directrice de sécurité, d'un DEI, hein, donc de tout ce qui est mesures anti-discriminatoires. Et peut-être que ce n'est pas les meilleures façons de sélectionner des personnes compétentes. En tout cas, ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle a dépensé pour 500 000 euros pour retaper une cuisine personnelle pour le personnel haut placé du Louvre, qui remplace un café autrefois public. 500 000 euros de cuisine, c'est quand même un prix. Précisons surtout qu'elle est fort jeune avec un CV qui n'est pas très épais. Ouais. Il y a des militaires et des gens incroyablement compétents pour la sécurité. On place des gens pour des raisons de représentation et des raisons politiques. On ferait mieux d'arrêter de faire de la communication et de prendre des gens qui savent faire. Ça éviterait ce genre de drames qui sont des humiliations absolues. En parlant d'humiliation, peut-être qu'on va sauver l'honneur de toutes ces mauvaises nouvelles en parlant du cinéma français. Eh ben, donc j'ai voulu, de temps en temps, je vais voir un film français. Je vais peut-être aller voir Nouvelle Vague, qui est un film. Alors pour le coup, c'est pas un film français, c'est un film américain qui retrace toute l'époque de la Nouvelle Vague. Donc, Godard et tout ça, Truffaut en l'occurrence, vraiment le film autour de, je crois, du tournage du film à bout de souffle. Voilà, c'est pas français en fait. Je dis n'importe quoi. C'est un film américain sur la France, donc ça m'intéresse de voir comment ils vont s'en sortir, parce que c'est quand même pas évident. En général, c'est un peu très à côté de la plaque, mais bon. Alors, je ne suis pas allée voir le film Sacré-Cœur dont tout le monde parle, dont j'ai juste appris qu'il était diffusé complètement rayé dans les salles, souvent. Enfin, voilà. C'est ça. Bon, je trouvais ça rigolo. Et donc, je suis allée voir Chien 51, qui est du réalisateur Cédric Jiménez, qui avait déjà officié avec Bac Nord, qui est un film qualifié d'extrême droite, hein, puisqu'on représentait les délinquants des quartiers nord de Marseille, un peu comme des zombies complètement drogués. Bon, ça, c'était pas bien. Ils étaient déshumanisés. Alors là, c'est un film qui est beaucoup plus sage idéologiquement, même s'il se passe dans une France dystopique vers 2050, complètement, en effet, multiraciale. Et Paris, ça se passe précisément à Paris, qui est divisé en trois. Alors, il y a zone 1, 2 et 3. Il y a une zone pour les riches, une zone pour les pauvres. C'est quasiment impossible de passer d'une zone à l'autre, tout ça par reconnaissance oculaire. Donc, au début, là, ça peut être intéressant. C'est tiré d'un livre de Laurent Godet, qui est un écrivain qui a reçu plusieurs prix. Et j'ai regardé un peu la quatrième de couverture du livre, qui est beaucoup plus sophistiqué, hein. Dans le livre de Laurent Godet, le monde, enfin la France en tout cas, et Paris, je sais pas, peut-être que c'est que Paris, je ne veux pas me tromper, est privatisé par une gigantesque corporation. Il n'y a pas d'État, hein. Ce sont des multinationales qui dirigent en tout cas cet espace qui est Paris. Donc je trouve ça assez intéressant comme démarche. Ce n'est pas du tout le cas dans le film. Il y a aucune mention de qui gouverne Paris, qui est l'État. On voit Romain Duris, qui est un ministre de l'Intérieur totalement ridicule. Donc, a priori, il y a un État, mais on ne sait rien de plus que Romain Duris en costard. Précisons quand même que ce que tu décris là, c'est le cadre archétypal du cyberpunk. C'est le cyberpunk, c'est un monde qui est contrôlé par la technologie,
où les gens sont bigarrés, sont bigarrés, comment dire ça Oui, plus correctement, oui, ont multiracial. des prothèses techniques, la technique devenait omniprésente, et c'est souvent dystopique avec des multinationales qui dirigent le monde. Donc c'est pas particulier, c'est un genre. Oui, c'est un genre, mais ça ne renouvelle en rien le genre. Oui, en effet. Alors, il y a l'IA qui est omniprésente, les flics, tout est géré avec l'intelligence artificielle, mais le visuel est très ringard. Et donc, ça ne renouvelle en rien ce genre. Ça n'apporte vraiment aucun élément nouveau ou un petit peu perturbateur. Il pleut comme dans Blade Runner. Adèle Exarchopoulos est coiffée comme la fille dans le 5e élément. Gilles Lelouch est teint en blond comme Bruce Willis dans le 5e élément. Enfin, c'est vraiment du plagiat absolument grossier. Il y a Louis Garrel qui est en sorte de V comme Vendetta et qui se reproduit à l'infini. Enfin, c'est le redresseur de tort. Voilà, donc c'est quand même un petit peu triste, puisqu'il n'y a aucune, je dirais, créativité scénaristique, avec des énormes incohérences de scénario et visuel. C'est un peu ennuyeux, l'action est très attendue. Il y a une course de drones, je veux dire, une persécution d'Adèle Exarchopoulos par des drones, alors ça c'est plutôt pas mal foutu. Mais non, ni d'intérêt dans l'histoire, ni dans le scénario, ni dans l'atmosphère, qui est que du déjà vu. Mais c'est terrible ce que tu nous décris là, Flavie. Ah, Est-ce oui, que tu nous dis que c'est un film moyen ou c'est un film qui est trop peu innovant? Bah, les deux, mon général. Moi, je me suis un peu limite ennuyée. Bon, c'est regardable. Il y a quelques moments où on se dit, tiens, il y a un truc quand même. Il y a quelques plans qui ont été d'ailleurs tournés à Paris et à mon avis aussi à Marseille. Donc c'est vraiment un futur dystopique complètement déprimant, complètement, je veux dire, une ville laissée à l'abandon, à part le fameux quartier zone 1. Bon, il y a des plans, il y a des choses, il y a toujours des choses à sauver dans un film, enfin, quelquefois pas du tout, mais enfin là, il y a quelques petits trucs à sauver, mais sinon, tout est absolument convenu au dernier degré. Le personnage de Gilles Lelouch, le flic, désabusé, un peu épaissi, vieillissant, qu'on n'a plus rien à foutre de rien, mais qui tombe amoureux de la jeune fliquette Adèle Exarchopoulos, qui a la moitié de son âge. Il n'y a aucune alchimie dans ce couple, il n'y a aucune créativité au sein de ce couple. En fait, pour terminer, il y a des films, là où on voit que les films sont mauvais, c'est quand on passe son temps à imaginer le crew, l'équipe de tournage derrière l'image. Quand un film est bon, on se dit qu'il est impossible qu'il y ait un tournage derrière ces images, tellement elles sont parfaites et tellement on est dedans. Et là, je voyais l'équipe de tournage tout le temps. Il y avait des scènes où vraiment, j'ai l'impression que j'allais voir une perche arriver, tellement c'était mauvais. Voilà. Bon, écoutez, vous avez compris, courez dans les salles voir ce chef-d'œuvre absolu. Nous avons donc une cinéphile de premier plan qui, malheureusement, pour le coup, ne fera pas honneur, ou en tout cas ne sera pas très gentil avec le cinéma français. Et d'ailleurs, je vous dis, au Pâté, la salle en HB Dolby coûte, la place coûte 25 €. 25 €. C'est hallucinant. Donc, je suis revenue avec mon fils 1 heure après pour avoir une place à 17 €, qui est le prix normal. Heureusement que lui, il paye encore moins cher. Mais voilà, prix minimum dans les pâtés, 17 €. Allez au cinéma, ça va vraiment. C'est comme pour les taxes, ça va vraiment engager les gens, les jeunes surtout, à aller au cinéma. Ils vont rester sur Netflix. Bon, écoutez, sur ces excellentes nouvelles de la culture en France, nous vous souhaitons une bonne soirée. N'oubliez pas de suivre nos réseaux, de partager, de faire des commentaires pour que nous améliorions. Ce sont des activités bénévoles et nous espérons qu'elles vous plaisent et qu'elles vous informent. Ma très chère Flavie, les esprits libres, merci à toi et bonne soirée à tous. Au revoir. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être en zone libre, c'est passer du constat au combat.